Bien, bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, il y a 15 jours, nous avons parlé de 3 propriétés universelles constitutives du langage et nous avons essayé de montrer qu'elles peuvent être ramenées à l'hypothèse que les langues naturelles utilisent un mécanisme extrêmement simple, en effet plus ou moins le plus simple qu'on puisse imaginer, pour assembler les éléments et pour déterminer donc des structures complexes. Le mécanisme qui est appelé merge en anglais et que nous avons appelé assemblage. Donc, d'un côté, le caractère infini du langage, ce que Chomsky appelle la propriété basique, la propriété fondamentale du langage, découle de l'application récursive de l'assemblage, c'est-à-dire le fait que vous pouvez assembler des choses et puis continuer à assembler d'autres éléments sans limite. Et ce même mécanisme détermine la structuration hiérarchique des phrases et la possibilité de déplacement de manière un peu moins évidente. On va reprendre cette argumentation. Donc voilà notre mécanisme merge qui dit simplement prends 2 choses, par exemple 2 éléments du lexique, mets-les ensemble, tu auras constitué une unité qui peut être soumise à son tour à l'assemblage, d'où le caractère récursif du processus. On a dit qu'on adoptait une version binaire de merge. Pourquoi binaire? Évidemment, une version binaire de merge a l'effet de déterminer des arbres qui sont complètement binaires. Donc il y a toujours 2 éléments, n'est-ce pas? Chaque branche, chaque nœud mère a 2 nœuds filles, pour ainsi dire. Nous avons vu d'un côté qu'il y a des bonnes raisons empiriques en faveur de cette hypothèse. Kane, déjà dans les années 80, avait montré que même dans des cas où un assemblage ternaire ou quaternaire serait a priori plausible, eh bien, les langues naturelles choisissent toujours des structures binaires. C'était par exemple le cas des structures à double objet en anglais. John gave Bill a book, cette sorte de configuration où on pourrait penser a priori que le verbe prend 2 objets au même niveau structural, mais en effet, on a vu, suivant Kane, qu'il y a toutes sortes de raisons pour penser qu'il y a une asymétrie. Le premier objet s'écommande asymétriquement le deuxième objet. Ceci peut être déterminé par toute une série de tests. Le fonctionnement des réfléchis, par exemple, certaines conditions de localité, etc., etc. Donc, empiriquement, il semble être correct que les langues naturelles ont des arbres à branchement binaire. Mais pourquoi le langage choisit-il un tel type de mécanisme? On peut faire là une hypothèse de simplicité, penser que le langage, en effet, opte par un mécanisme combinatoire de simplicité optimale. Pourquoi merge ou assemblage binaire serait-il optimal? Parce que l'assemblage unaire n'a pas suffisamment de pouvoir expressif, évidemment. Le but fondamental, c'est de pouvoir mettre ensemble des mots. Et si nous pensons à l'assemblage comme un mécanisme entrée-sortie qui reçoit une chose et qui donne en sortie une autre chose, évidemment, ça ne suffit pas pour mettre ensemble 2 mots. Donc, il faut au moins assemblage binaire. Assemblage NR serait un mécanisme plus compliqué parce qu'il nécessiterait de ressources de mémoire plus importantes que l'assemblage binaire. Un assemblage ternaire, par exemple, aurait besoin de 3 cases de mémoire interne pour les éléments à mettre ensemble. Un assemblage quaternaire aurait besoin de 4 cases de mémoire, etc., etc. Donc l'assemblage binaire, d'un certain point de vue, est l'hypothèse optimale, et on peut penser que le langage effectivement choisit des solutions optimalement simples à des problèmes computationnels de cette sorte. Nous avons vu aussi, suivant un travail récent de Chris Collins, que
l'idée de l'assemblage binaire a aussi un impact positif sur la question de la prénabilité. Si nous pensons au problème auquel un enfant est confronté, qui doit apprendre une langue, qui doit en particulier assigner une structure à toutes les phrases qu'il entend, il est clair, c'est l'observation que Collins fait et souligne, qu'un système qui ne permet que des arbres binaires permet un nombre beaucoup plus réduit de structures possibles à assigner à une séquence de mots donnés. Et donc, de ce point de vue, l'enfant a beaucoup moins d'options parmi lesquelles il doit choisir, ce qui peut l'aider à résoudre le problème extrêmement complexe qu'est l'apprentissage, l'acquisition de la langue. Voilà, donc il y a des connexions déductives entre ces trois propriétés universelles. Merge binaire récursif a la conséquence immédiate que les représentations syntaxiques seront organisées hiérarchiquement. N'est-ce pas? Donc, on ne pourrait pas engendrer, par exemple, un arbre plat de ce type, étant donné une séquence de 5 mots, tout simplement parce qu'il est incompatible avec une version binaire du mécanisme d'assemblage. On ne pourra que engendrer des structures de ce type où les éléments sont associés 2 à 2, fondamentalement. Et donc, le caractère hiérarchique de représentation découle de l'hypothèse de l'assemblage binaire. Aussi, la possibilité de mouvement, de manière un peu moins directe, peut être mise en relation avec l'idée de l'assemblage binaire. Là aussi, il s'agit de faire une hypothèse de simplicité, c'est-à-dire si le système ne pose aucune restriction sur l'origine des éléments A et B qui sont assemblés, on a automatiquement 2 cas possibles. On a le cas où les 2 éléments sont séparés au début, sont externes l'un par rapport à l'autre. Par exemple, 2 éléments pris du lexique avec Marie, on les met ensemble en forme de syntagme prépositionnelle avec Marie. Mais il y a aussi un autre cas, c'est-à-dire le cas 1 double prime, qui correspond à une situation où les 2 éléments A et B sont déjà associés dans un arbre. En particulier, par exemple ici, A fait partie de B. Et dans cette situation, on peut prendre A et l'assembler avec B en obtenant ce type de structure. Et ça, c'est bien ce qu'on appelle le mouvement ou le déplacement. Voyons un exemple concret pour être plus clair. Donc ici, c'est la configuration abstraite. Prenons un cas concret comme tu veux acheter quel livre. Donc on a déjà assemblé une structure complexe de cette sorte, où l'élément A, quel livre, fait partie de la structure globale. Et à partir de cela, l'élément A peut être pris et assemblé avec B, ce qui déterminera quel livre tu veux acheter, quel livre, donc avec une autre occurrence de l'élément A. Ça, c'est ce qu'on appelle la trace du mouvement. On a vu la dernière fois que les traces normalement ne sont pas prononcées, sauf dans des situations spéciales. Par exemple, s'il y a des contraintes morphologiques de quelque type, comme dans les dialectes italiens qu'on avait discuté la dernière fois, on sera obligé de prononcer la trace. Mais les traces du mouvement, en ce sens, sont toujours visibles aux représentations mentales pour le langage, ce qu'on voit très directement par les effets de reconstruction que nous avons discutés. La dernière fois, nous avons vu qu'on avait essayé avec ChatGPT pour voir si le système était sensible aux effets de reconstruction. La réponse était non. J'aimerais revenir sur ces questions probablement la semaine prochaine. Voilà, donc le déplacement comme assemblage interne découle donc simplement d'une hypothèse de simplicité, le fait qu'on laisse totalement libre la possibilité de choisir les 2 éléments
qui sont mis ensemble, ou bien ils peuvent être séparés, on a l'assemblage externe, ou bien ils peuvent être faire déjà partie de la même structure, et on a l'assemblage interne. Donc à partir de cette hypothèse de simplicité, on dérive la possibilité du déplacement, que, comme on l'a vu, est une propriété extrêmement importante et centrale du fonctionnement des langues naturelles. Voilà, donc, étant donné la pertinence de la notion de simplicité dans l'organisation, le fonctionnement des langues, nous pouvons nous poser la question ultérieure, est-ce que l'assemblage externe et l'assemblage interne sont également simples, ou bien il y a une hiérarchie de complexité entre les deux? À première vue, on pourrait dire que peut-être cette question n'a pas de sens, parce que si c'est la même chose, il devrait être également complexe. Mais en effet, si on réfléchit un instant, on voit que l'opération globale qui est accomplie par l'assemblage externe et par l'assemblage interne diffère d'une manière importante dans l'espace de recherche à parcourir pour identifier les candidats de l'opération à l'opération d'assemblage. L'assemblage externe cherche les candidats dans tout le lexique. Donc, quand je fais avec Jean, à partir de avec et Jean, je cherche dans tout le lexique les deux candidats et je les mets ensemble. L'assemblage interne cherche uniquement à l'intérieur de la structure qui a déjà été constituée, ce qui est un espace plus réduit de recherche, n'est-ce pas? On voit peut-être mieux les choses ici. Vous avez à gauche l'espace de recherche d'assemblage externe qui est le lexique. Donc plusieurs milliers de morphèmes, plusieurs milliers de mots. Par contre, l'assemblage interne ne regarde que la structure qui a été construite. On pourrait dire, mais cette structure pourrait être très complexe. À cause de la récursivité, on peut avoir une structure énorme, évidemment, ici. Mais ici, il faut tenir compte que dans cette opération, donc dans la sélection des éléments qui sont soumis à l'assemblage, il y a des principes de localité qui interviennent. Principes de localité, la théorie des phases, par exemple, qu'on évoquera peut-être brièvement par la suite, qui dit que le système ne regarde pas toute la structure arborescente, qui peut être extrêmement complexe, mais on regarde seulement un petit sous-ensemble, en gros, une seule phrase simple, disons en gros. Donc, l'espace de recherche est effectivement beaucoup plus réduit dans le cas de l'assemblage interne par rapport à l'assemblage externe. Quelques conséquences empiriques. À première vue, on pourrait dire c'est une question assez byzantine, n'est-ce pas? Quel type de conséquences est-ce que cela peut avoir? En effet, il y a des conséquences intéressantes sur cette question de complexité, parce qu'il y a toute une série de cas où les deux types d'assemblage, interne et externe, sont en compétition. Supposons nous sommes arrivés à un certain point de la dérivation d'une structure, et pour continuer, nous pourrions procéder ou bien avec l'assemblage interne ou bien l'assemblage externe. Et alors, dans ce type de situation, on observe effectivement que c'est toujours l'assemblage interne qui gagne. Donc l'opération la plus simple prévaut, et celle qui est appliquée. Alors je voudrais donner une illustration vraiment en miniature de ce type de phénomène qui porte sur un tout petit phénomène de morphosyntaxe de l'anglais. Donc regardons un peu ensemble ces exemples. Prenons une simple phrase anglaise comme John smokes. Okay? Maintenant, il doit y avoir ici une relation entre l'expression de temps, le temps présent. Si c'était futur, cette position serait réalisée par will, par exemple, n'est-ce pas? Mais ici, on choisit le présent. Il faut établir une relation entre cette position et la morphologie verbale qui exprime le présent et qui exprime l'accord. Donc, une relation comme une mise en relation, disons, entre ces deux positions. Cette relation, comme toute relation locale, est soumise à des principes de localité. En particulier, il y a des principes d'intervention qui font que la relation échoue s'il y a certains éléments qui interviennent. Donc, par exemple, vous formez la structure négative, vous mettez la négation not en anglais, ce que vous obtenez, John not smokes, n'est pas une phrase bien formée.
de l'anglais, évidemment. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Vraisemblablement parce que la relation qu'il faut établir entre T et la morphologie verbale est bloquée par l'intervention de la négation. Okay? Comment résoudre ce problème? Une possibilité serait par le mouvement, en faisant bouger le verbe à la position T. Il y a beaucoup de langues qui utilisent cette solution. Pensez au français, par exemple. Jean ne fume pas. Pas occupe la même position que not, donc le verbe se déplace en français à cette position, on obtient cet ordre. Mais en anglais, on sait que ce n'est pas possible. En anglais contemporain, on ne peut pas dire John smokes not. On pouvait le faire à l'époque de Shakespeare. Si vous lisez Shakespeare, vous trouverez beaucoup d'exemples de type I know not, par exemple. Okay? Donc c'était une possibilité, le verbe lexical pouvait bouger à la flexion temporelle sans problème. Mais cette possibilité s'est perdue dans le développement ultérieur de l'anglais. C'est quelque chose qui a été étudié en particulier par Joseph Hammonds et Jean-Yves Pollock, qui ont mis en relation cette perte de l'anglais avec une autre perte, la perte de la richesse du paradigme verbal. Le paradigme verbal s'est beaucoup simplifié dans l'histoire de l'anglais, et il y a cette intuition qui semble être fondamentalement correcte, même si elle est un peu difficile à préciser, que quand il y a une spécification de la flexion verbale riche et bien différenciée, la tête temporelle attire le verbe, donc permet au verbe de sortir du syntagme verbal. Quand la flexion verbale s'affaiblit, cette opération d'attraction n'est plus possible et le verbe lexical doit rester dans le syntagme verbal. Il y a cette intuition qui a été extrêmement productive et qui semble être fondamentalement correcte. En tout cas, on ne peut pas, en anglais contemporain, résoudre le problème par le mouvement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La seule possibilité, c'est de recourir à external merge, à l'assemblage externe. On va dans le lexique, on prend un élément lexical spécial, un auxiliaire qui n'a pas de propriété interprétative indépendante, comme do, et on obtient la structure John does not smoke en utilisant pour cette position cet auxiliaire vide, pour ainsi dire, sémantiquement vide. Okay? Ça, c'est donc ce qui se passe dans une structure à verbe lexical. Mais si on prend une structure verbale plus complexe, avec un auxiliaire, par exemple une forme progressive, et donc on prend comme ligne de base John is smoking, on met la négation. Toujours pas possible d'avoir John not is smoking, évidemment. De nouveau, T ne peut pas être mis en relation avec la forme fléchie du verbe. Mais ici, le mouvement est possible, c'est-à-dire les verbes légers, les verbes comme les auxiliaires, les copules, les modaux, donc des verbes qui n'assignent pas de rôle thématique, qui n'ont pas vraiment une structure argumentale, peuvent se déplacer aussi en anglais contemporain. Donc on obtient John is not smoking, c'est la forme correcte. Ici, on peut voir que le mouvement, donc l'assemblage interne, bloque l'assemblage externe. C'est-à-dire, dans ce cas où on peut résoudre le problème par le mouvement, on ne peut pas aller au lexique et choisir un élément lexical, on ne peut pas avoir 4', John does not be smoking, qui n'est pas possible. Donc cet exemple montre que dès qu'il y a une compétition entre l'assemblage interne et l'assemblage externe, c'est l'assemblage interne qui gagne. Et il faut choisir ce type de solution. Donc il y a toujours un élément de simplicité qui est à la base aussi des choix dérivationnels, des opérations qu'on choisit durant une dérivation syntaxique. Donc si l'assemblage interne est plus simple que l'assemblage externe, pourquoi on ne peut pas s'en tirer simplement
avec l'assemblage interne? Eh bien, simplement parce que l'assemblage interne en tant que tel ne permet pas de faire l'opération fondamentale qui est d'assembler des mots, n'est-ce pas? Donc on a besoin dans le système de l'assemblage externe, parce qu'autrement on ne ferait pas la chose fondamentale qu'il faut faire avec le langage, qui est mettre ensemble des mots et construire des structures. En effet, dans ces représentations, on peut voir qu'il y a une division du travail. On a brièvement évoqué cet aspect la dernière fois, entre les deux types d'assemblage. Les deux sont spécialisés à exprimer certaines propriétés sémantiques distinctes. Donc l'assemblage externe crée des configurations pour l'expression de propriétés de sémantique argumentale, donc pour l'assignation de rôles thématiques, par exemple, n'est-ce pas? Donc chaque verbe a sa structure argumentale, prend des arguments, prend un objet direct, par exemple, un objet indirect, et ainsi de suite. Et ce type de relation est exprimé par l'assemblage externe. Par exemple, on prend un verbe, rencontrer, un nom, mari, on les assemble, et dans cette configuration, on a l'assignation thématique de patient, par exemple. Tandis que l'assemblage interne, ou le déplacement, crée des configurations pour l'expression de propriétés de sémantique de portée discours, c'est-à-dire on a des opérateurs, par exemple un opérateur interrogatif, on a vu comment on forme les interrogatives en déplaçant l'élément en position initiale. Il faut construire des structures opérateurs variables où l'opérateur a une certaine portée, et ceci est rendu possible par l'assemblage interne qui est la formalisation du déplacement. Donc, structure opérateur variable et propriétés liées à l'échange d'informations dans le discours, comme la topicalité. Je choisis un référent et je fais un commentaire sur ce référent. Ton livre, je le lirai la semaine prochaine, n'est-ce pas? Donc là, c'est une structure topique-commentaire qui peut être obtenue par le mouvement, l'assemblage interne. Le focus, dans certaines langues, peut être obtenu par le mouvement. Et donc, tous ces aspects qui sont en relation avec le contenu informationnel, la manière dans laquelle le contenu informationnel est organisé dans la phrase, sont exprimés, peuvent être exprimés par l'assemblage interne. Donc, clairement, il y a une division du travail entre ces deux types d'application de l'assemblage. Voilà, donc on a beaucoup parlé jusqu'ici d'invariance, mais il y a aussi la variation. N'est-ce pas? Les langues varient sur tous les niveaux. Les langues varient au niveau de la phonologie. Bien sûr, le système de sons utilisé par les langues n'est pas le même. Il y a environ 1000 sons possibles, 1000 phonèmes possibles, et chaque langue choisit son propre sous-ensemble dans cet ensemble de possibilités. La morphologie peut varier énormément. Il y a des langues avec la morphologie très riche, un peu plus pauvre, très très pauvre aussi. Donc, grande variation à ce niveau. La syntaxe peut varier, l'ordre de mots par exemple, le lexique, la sémantique, la pragmatique, tout peut varier à travers les langues. Et donc les propriétés universelles sont assorties de toutes sortes de propriétés variables. Et la variation est extrêmement importante sur le plan pratique, parce qu'elle entrave totalement la communication. C'est l'effet Babel, n'est-ce pas? Pensez au récit biblique, n'est-ce pas? Quand Dieu décida qu'il ne fallait pas terminer la construction de la tour de Babel, il eut l'idée d'inventer la variation linguistique fondamentalement. Et donc les gens ne pouvaient plus collaborer. Et ces effets Babel ne sont pas superficiels, sont assez profonds. Il y a une difficulté profonde à décoder une langue qu'on ne connaît pas, au point que cette difficulté a eu même des applications militaires importantes. Alors, passons quelques minutes à illustrer cela. Quelqu'un parmi vous peut-être a assisté
au colloque d'ouverture de cette année au Collège de France, n'est-ce pas, qui était intitulé « Déchiffrement ». L'idée, c'était de mettre à l'honneur Champollion. Ça fait 2 ans qu'il a pu déchiffrer les hiéroglyphes. Donc, ça, c'était le point de base. Et puis, il y avait toutes sortes de communications, sciences de l'Antiquité, mais aussi psychologie, neurosciences cognitives, biologie. On parle de décodage de l'ADN. Bien sûr, en informatique, la notion de décodage est extrêmement importante. Et on a discuté un tout petit peu, j'ai discuté un peu dans ma présentation, ce cas fameux des Navajo Code Talkers qui représente une application militaire de la variation linguistique. Donc, durant les combats de la Seconde Guerre mondiale au Pacifique, l'armée américaine, les marines, avaient utilisé un groupe de locuteurs de la langue amérindienne Navajo, donc une langue parlée par une communauté relativement importante aux États-Unis. L'idée étant qu'au Japon, il n'y aurait eu personne qui pouvait comprendre le Navajo. Hypothèse qui s'est révélée être correcte. En effet, donc les informations étaient codées en traduisant de l'anglais au Navajo, simplement. Elles étaient décodées aussi par un autre groupe de locuteurs du Navajo. Ça a bien marché. Ça a très, très bien marché. Le contre-espionnage japonais n'a jamais pu décoder ce type de codage. En même temps, quelque chose se passait en Europe. Les Allemands utilisaient la fameuse machine Enigma pour l'encodage des messages, mais le groupe guidé par Alan Turing en Angleterre avait pu déchiffrer les textes codés par la machine Enigma. Et cette réussite extraordinaire avait eu un impact très important sur la guerre en Europe, en Atlantique en particulier. Alors pourquoi ce sort si différent entre les deux systèmes? Évidemment, Turing était un génie. On doit à Turing toute la mathématique qui est à la base de l'informatique contemporaine. Donc c'est une personnalité absolument extraordinaire. Mais à part la qualité des équipes qui s'occupaient de cet aspect, il y avait une différence substantielle entre les deux situations, n'est-ce pas? Dans les messages en allemand encodés par énigme, il n'y avait qu'un passage entre le message en allemand et le message encrypté. Tandis que dans l'opération de Navajo Code Talkers, il y avait un passage supplémentaire extrêmement important. D'abord, le message était traduit en Navajo, et ensuite le message Navajo était encodé, et on arrivait au message encrypté. Et puis pour le décodage, on suivait évidemment le parcours à l'envers. Mais évidemment, le fait d'exprimer des propriétés dans une langue qui n'est pas connue a une capacité d'encodage extrêmement performante, extrêmement bonne, qui ne peut pas être facilement cassée. Et pourquoi la situation est telle? Parce que les langues, comme on l'a dit, diffèrent sur tous ces niveaux. Le niveau de la phonologique, morphologique, lexique, syntaxe, etc. Et il y a une interaction entre les niveaux. Par exemple, des différences phonologiques peuvent avoir l'effet de rendre la morphologie beaucoup moins transparente. Donc l'identification des éléments du lexique beaucoup moins simple, avec des implications aussi pour la syntaxe, pour la sémantique et pour la pragmatique. Donc ces effets multiplicateurs entre les différents niveaux rendent le décodage, la compréhension d'une langue qu'on ne connaît pas du tout, quelque chose d'extraordinairement difficile. Ceci dit, il ne faut pas oublier
un petit paradoxe, c'est-à-dire les enfants, y arrivent toujours, hein, les enfants sont exactement dans la situation de Champollion quand il a commencé son travail, dans la situation du contre-espionnage japonais. Évidemment, ils ne savaient rien du système qui leur est présenté. Néanmoins, ils y arrivent. Donc là, il y a un paradoxe extrêmement important et intéressant. C'était l'objet de mon cours de l'année passée. Je ne veux pas revenir sur ces aspects, mais disons simplement que les enfants sont aidés par ce que Darwin appelait l'instinct du langage. Donc ils ont des capacités de sélection d'hypothèses qui est extraordinairement efficace et qui leur permet de faire ce type de travail et d'apprendre un système extraordinairement difficile comme une langue humaine. Voilà, donc ça c'était une petite parenthèse. Revenons à notre question, donc invariance et variation. Le problème que les linguistes ont, c'est de représenter de manière cohérente et efficace ces deux pôles dialectiques. Et comment exprimer cela? Ben, la dialectique est exprimée dans l'histoire de la grammaire générative par deux notions. La notion de grammaire particulière, donc la grammaire d'une langue, la grammaire du français, du navajo, du japonais, etc. Et la grammaire universelle, le système général qui exprime toutes les propriétés générales du langage. Alors, même si les concepts de base sont plus ou moins restés les mêmes, il y a eu quand même une évolution considérable dans les détails de la manière dans laquelle ces deux notions étaient interprétées. Voilà, donc je crois qu'on avait déjà vu cette diapo là, il y a 2 semaines, mais revenons brièvement là-dessus. Les modèles pré-paramétriques, donc le grand tournant a été avec l'introduction de la théorie des paramètres dont je vais parler, mais les modèles précédents, donc dans les années 50, 60, 70, étaient vraiment ciblés sur la notion de grammaire particulière. Donc l'idée, c'était de formuler des systèmes de règles précises, spécifiques de chaque langue. Donc on utilisait certains outils formels, des règles de réécriture pour établir les structures, puis des règles transformationnelles pour les modifier, avec des ensembles de règles spécifiques de chaque langue. Donc il y avait la grammaire de l'anglais, la grammaire particulière de l'italien, supposons du navajo, etc., les grammaires des différentes variétés dialectales, et ainsi de suite. Ça, c'était vraiment le centre de l'attention. Puis, bien sûr, il y avait un aspect universel, mais la grammaire universelle était conçue comme une sorte de métathéorie grammaticale. Pourquoi métathéorie? Parce que si la grammaire peut être considérée une théorie de la langue, donc l'expression de la connaissance de la langue d'une certaine manière établie ou gravée dans l'esprit du locuteur individuel, la grammaire universelle était une métathéorie, donc une théorie de la langue, qui exprimait certaines propriétés comme le format possible des règles grammaticales. Donc une règle pour la construction de la structure aura ce type de forme, en gros, avec les possibilités de variation, etc. Alors le problème principal de cette manière de voir les choses était, comme je le disais il y a 15 jours, et son caractère insuffisamment restrictif. Cette manière de voir les choses n'arrive pas à contraindre de manière suffisante la classe des systèmes possibles. Il y a trop de possibilités, pour ainsi dire. Et donc, la définition de la notion de langue humaine possible est trop large. Et, par exemple, on peut exprimer avec ce type de système toutes sortes de propriétés, toutes sortes de règles qu'on ne trouve pas dans les langues humaines réelles. Cet excès de restrictivité rendait le travail comparatif extrêmement difficile. J'ai évoqué mon expérience ici à Paris il y a pas mal d'années, dans les années 70, quand j'étudiais ici. Donc mes professeurs, Kane, Ruvet, etc., avaient formulé des hypothèses très étoffées sur la grammaire du français,
par exemple. Et moi, j'essayais de faire la même chose pour la grammaire de l'italien. Mais chaque fois, il fallait repartir à zéro, pour ainsi dire. Il fallait réécrire le système de règles en partant de fondements, et ce qui donnait des systèmes qui avaient un certain air de famille, certaines ressemblances globales, mais sans arriver vraiment à indiquer de manière précise les points de variation et les points qui restaient constants à travers les langues. Donc c'est une situation assez frustrante. Ce système n'était pas bien adapté pour la comparaison linguistique. En effet, la grande majorité du travail avait été faite sur l'anglais jusqu'à ce moment. Et évidemment, tous ces problèmes d'insuffisante restrictivité avaient aussi des répercussions sur la question de l'apprentissage, sur la question de l'apprenabilité du système. Encore une fois, la tâche à laquelle l'enfant est confronté est une tâche extrêmement complexe. Si l'enfant a trop de possibilités, parmi lesquelles il doit choisir, eh bien, c'est difficile d'expliquer le fait qu'il arrive si rapidement et efficacement à converger vers le système qui correspondra à sa langue maternelle. Voilà, donc il y avait tous ces problèmes et les choses ont changé assez radicalement à la fin des années 70. Chomsky avait passé un semestre sabbatique à l'école normale de Pise. C'est pour cela que le livre a été appelé ensuite Pisa Lectures, parce que bon, ça c'est produit à Pise. Et donc en interaction avec la communauté locale, cette autre théorie assez différente, le cadre de principes et paramètres, a été proposé, qui a été raffiné ensuite l'année suivante à MIT, et puis cela a donné lieu au livre publié en 1981, Lectures on Government and Binding, sous-titre Pisa Lectures, justement, pour la raison que j'ai dit. Alors, dans ce système, le statut de la grammaire universelle change. Elle n'est plus une métathéorie grammaticale. Elle est une partie intégrante de chaque grammaire. Donc, grammaire universelle est un système de principes et paramètres. Les principes ont une portée générale, expriment les propriétés universelles du langage. Les paramètres sont de points de choix, généralement de points de choix binaires. Donc, la langue a choisi cette option ou cette autre option, fondamentalement. Le verbe précède l'objet ou bien le verbe suit l'objet. Un exemple très simple de propriété paramétrique. Mais l'ambition était ici de réduire toute la variation, en tout cas toute la variation syntaxique, à cette opération de sélection de valeurs paramétriques. Donc la grammaire particulière, par exemple la grammaire du locuteur adulte de l'anglais ou du français, etc., et la grammaire universelle, qui est donc partie intégrante de la grammaire particulière, mais avec les paramètres fixés d'une manière ou d'une autre. Donc la grammaire universelle avec l'ordre tête-complément fixé d'une certaine manière et tous les autres paramètres fixés. Et de ce point de vue, l'opération d'acquisition de la syntaxe pouvait être vue comme une opération assez, disons, limitée, somme toute, c'est-à-dire une opération de fixation de paramètres. L'enfant, sur la base de l'expérience, fixe les paramètres du système, donc il décide si le verbe précède ou suit l'objet, il prend toute une série de décisions sur la base de ce qu'il entend. Et voilà, donc c'est un modèle de l'acquisition du langage qui ressort de ces idées. Voilà, donc ça a eu un effet extraordinaire dans notre domaine de travail, parce que pour la première fois, on avait un langage technique qui était vraiment bien adapté pour les études comparatives. Et un langage technique qui a montré une grande capacité heuristique, c'est-à-dire une grande capacité de faire des découvertes, de découvrir des généralisations interlinguistiques. Et donc, la phase de la grammaire générative comparative
a pu commencer et avec un développement assez impressionnant à partir des années 80. Justement, dans les années 70, on avait beaucoup de travail sur l'anglais, pas mal de travail sur le français, mais ensuite il n'y avait que de petits fragments sur d'autres langues et un nombre assez limité. Tandis que là, si vous regardez la littérature, dans les années 80, il y a une véritable explosion d'études comparatives concernant un peu toutes les familles linguistiques. Et un rôle fondateur a été observé, en effet, pour la comparaison entre les langues romanes, entre les langues romanes et l'anglais, entre les langues romanes et les langues germaniques. Et puis, peu à peu, on a étendu la comparaison en incluant d'autres familles linguistiques. Et ceci a donné aussi une forte impulsion à l'étude de l'acquisition de la syntaxe, conçue comme une opération de sélection de la part de l'enfant des valeurs paramétriques de la langue cible. Voyons un cas que j'ai longuement discuté l'année passée dans le cours sur l'acquisition acquisition des systèmes phonologiques. Plus ou moins dans la même période où en syntaxe on proposait la théorie de paramètres, on s'est rendu compte que l'acquisition de la phonologie suivait des mécanismes tout à fait semblables. En effet, les deux communautés ne se parlaient pas tellement, mais les deux communautés sont arrivées à des conclusions convergentes. L'idée ici est ce qui a été appelé par Jacques Meller apprentissage par l'oubli, c'est-à-dire apprendre une langue, apprendre le système phonologique d'une langue, veut dire oublier tous les autres systèmes phonologiques possibles, fondamentalement. Au début, l'enfant a toutes les possibilités à l'esprit, et puis l'apprentissage de la phonologie de sa langue correspond à une sélection, à éliminer toute une série d'aspects et à garder seulement les aspects qui sont justifiés par l'expérience. Donc, ce que Meller, dans ce fameux livre avec Emmanuel Dupoux, dit, l'apprentissage d'une langue, ici il parle de la phonologie, mais on peut l'étendre à d'autres domaines, se traduit en fait par une perte partielle, par la sélection de certains contrastes et l'oubli d'autres qui ne sont pas pertinents. Les tout petits bébés discriminent tous les contrastes auxquels ils sont confrontés, tandis que vers 8 ou 10 mois, ils montrent la même aptitude, mais seulement pour les contrastes de leur propre langue. À 12 mois, ils se conduisent comme des adultes et sont plus sensibles aux contrastes étrangers. Avec cette formulation, Meller et Dupoux se réfèrent à toute une série importante de résultats expérimentaux entre la fin des années 70 et le début des années 80, qui sont illustrés par exemple par ce fameux travail de Janet Werker, qui a étudié la sensibilité des bébés anglophones, c'est-à-dire qui étaient exposés à l'anglais, à certains contrastes phonologiques qui n'étaient pas utilisés dans la langue. Par exemple, ici le contraste entre ta et ta, que la plupart parmi vous n'entendent pas, certainement, en partie parce que je ne suis pas très bon à la produire, en partie parce que les langues que vous parlez vraisemblablement n'utilisent pas cette distinction. C'est la distinction entre T dental et T rétroflexe, avec la pointe de la langue qui va un tout petit peu en arrière. Il y a certaines langues qui utilisent cette distinction, le hindi, par exemple, donc, est utilisé pour séparer, pour distinguer des mots dans cette langue, mais pas en anglais, pas en français, pas en italien, etc., etc. Alors, vous voyez ce qui se passe. Janet Werker a montré que à 6 mois, l'enfant qui deviendra anglophone est parfaitement capable de discriminer entre ta et ta. Donc il se rend compte que quelque chose a changé dans l'environnement quand on passe d'une série de ta
ta, 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 ta. Donc, il y a quelque chose qui a changé. Parfaitement capable de discriminer. À 8 mois, moins bon. À 10, 12 mois, il n'y a plus de discrimination. Donc, la capacité de discriminer a disparu. Par contre, si vous prenez à l'âge d'1 an l'enfant qui est exposé au hindi, vous voyez que la discrimination est à 100%, parce que la langue utilise cette distinction. Okay? Et on a répété ce type d'expérience avec toutes sortes d'autres contrastes. Par exemple, il y a des langues comme le kikuyu, langue africaine, qui n'utilisent pas la distinction entre pas et ba, donc la distinction de sonorité pour distinguer entre deux mots. À la naissance, l'enfant de cette communauté est parfaitement capable de discriminer, mais à l'âge d'1 an, non. Prenez un autre cas bien connu. Certaines langues n'utilisent pas la distinction entre le et re, la et ra. Cas du japonais, par exemple. N'est-ce pas? Il n'y a pas de paire de mots qui distinguerait, type laine, reine, par exemple. Hein? On n'a pas cela. Alors, à la naissance, ou dans les premiers 6 mois, l'enfant qui sera japanophone, parfaitement capable de discriminer. Mais à l'âge d'1 an, il est déjà comme un adulte, donc il ne fait plus la discrimination entre ces deux sons. Okay, donc vous voyez que là, il est clair que l'acquisition de l'ensemble des propriétés distinctives de la langue est une question de sélection. Au début, l'enfant a tout, et puis apprentissage, ça veut dire réduction, fondamentalement. Voilà, donc pour ce domaine, ces résultats plaident clairement en faveur du modèle par sélection dans l'apprentissage du système phonologique, en opposition au modèle par instruction. L'instruction est un modèle qui dit le monde externe a une certaine structure, et apprendre veut dire transférer cette structure à l'intérieur de l'organisme. Le modèle par sélection dit, au début, on a toutes les possibilités engendrées par le système interne. Et le rôle de l'expérience est simplement de choisir certaines de ces possibilités et éliminer les autres. Et vous voyez que c'est bien une question très ancienne, une question qui a ses racines dans la philosophie grecque sur la nature de l'apprentissage, ce que ça veut dire apprendre quelque chose. Alors, au moins dans le domaine de la phonologie, ces résultats expérimentaux indiquent très clairement que notre fonctionnement est par sélection, non pas par instruction. On aurait pu penser qu'au début, le bébé ne savait rien du tout, n'avait aucune distinction, et qu'il y avait un effet d'apprentissage et le bébé devait déterminer certaines propriétés distinctives. Mais ça ne se passe pas du tout comme ça. Au début, il y a tout, et puis il y a une réduction. Cette conception est aussi tout à fait compatible avec ce que nous savons sur les bases neurales de l'apprentissage. Selon le fameux neurobiologiste Jean-Pierre Changeux, ici je cite son livre fameux « L'homme neuronal », vous le connaissez peut-être. C'était un peu le résultat d'un cours qu'il avait donné ici au Collège de France au début des années 80. Donc pour Changeux, apprendre, c'est stabiliser des combinaisons synaptiques préétablies. C'est aussi éliminer les autres. Et donc, selon cette conception, à l'âge entre 1 an et 2 ans, l'enfant a le maximum de connaissances syntaxiques, a ce réseau absolument extraordinaire. Ensuite, ce réseau subit une sorte d'élagage. Certaines des connexions restent, sont renforcées par l'expérience, d'autres connexions ne sont pas utilisées, donc elles disparaissent. Donc on a exactement un modèle neurobiologique qui correspond assez bien avec ce qu'on observe, par exemple, dans l'acquisition de la phonologie. Alors on peut penser que le modèle sélectif a sa validité aussi dans le domaine de l'acquisition de la syntaxe. En particulier, la syntaxe paramétrique traite l'acquisition de la syntaxe comme une opération de fixation
sur la base de l'expérience d'un système fini de paramètres, comme nous l'avons vu. Donc là aussi, apprendre veut dire sélectionner certaines des options engendrées par l'esprit sur la base des données empiriques disponibles et éliminer ou écarter des alternatives. Voilà, donc ça c'est un peu le cadre culturel dans lequel la théorie de paramètres s'est insérée. Alors pour illustrer un peu le fonctionnement du système, je voudrais présenter rapidement l'un des paramètres qui ont été le plus étudiés, surtout dans la première phase de l'étude de la théorie paramétrique, le paramètre du sujet nul, qui est aussi parfois appelé paramètre Prodrop, qui a reçu beaucoup d'attention et qui joue toujours un rôle important dans les études de syntaxe comparative. Alors voyons rapidement de quoi il s'agit. Donc, imaginons de comparer les langues romanes et l'anglais aussi, langue germanique, mais bon, certainement une langue germanique, mais qui a beaucoup d'affinité avec certaines propriétés des langues romanes. Donc, ce qu'on observe est une distinction entre deux types de langues. D'un côté, vous avez des langues comme l'italien, comme le roumain, mais aussi l'espagnol, le catalan, le portugais, etc., où on peut omettre le pronom sujet. Donc vous avez « io parlo italiano », vous pouvez aussi éliminer le sujet et dire simplement « parlo italiano ». Même chose en roumain, « eu »,« eu » peut être nul. Vorbesc italiano, c'est possible. En français, vous ne pouvez pas faire ça. Je parle l'italien comme phrase déclarative n'est pas bonne. Comme structure impérative, ça serait possible, mais c'est autre chose. L'anglais, bien sûr, I speak Italian, c'est pas bon, c'est pas possible. Alors cette petite différence, qui pourrait paraître tout à fait marginale, est en corrélation systématique avec d'autres différences entre les langues. Par exemple, dans les langues où on peut avoir un sujet nul référentiel, comme io, qui se réfère au locuteur, ou bien il référentiel, il parle l'italien par exemple, on peut avoir aussi un explétif nul, donc un pronom non référentiel, donc un verbe atmosphérique peut donner lieu à une phrase bien formée, sans sujet prononcé. Donc piove, bien formé. En roumain, plove, c'est bon. En français, pleut, pas bon, donc il pleut. En anglais, vous avez besoin de ce petit explétif. It is raining. Okay? Puis il y a d'autres choses, il y a d'autres propriétés. Par exemple, dans des langues comme l'italien ou le roumain, on a une certaine liberté dans la position possible du sujet. Donc vous avez le sujet préverbal, Gianni a telefonato, mais aussi le sujet postverbal, ha telefonato Gianni, tout à fait possible. Même chose en roumain, Ion a telefonat, a telefonation. En français, non, Jean a téléphoné n'alterne pas vraiment avec a téléphoné Jean. Il y a bien sûr en français l'inversion, la version stylistique, mais seulement dans certaines constructions, dans une relative par exemple, le jour où a téléphoné Jean. Ça c'est autre chose évidemment. Pas l'inversion libre que vous trouvez dans les langues comme l'italien, comme l'espagnol, comme le roumain, comme le portugais, etc. Même chose en anglais, même plus clairement, John telephoned, ça n'alterne pas avec téléphone John, ce n'est pas du tout possible dans cette langue. Puis il y a encore d'autres différences plus subtiles. L'incident effet complémentaire trace qui a été découvert par David Perlmutter dans sa thèse et puis dans son livre de 1970. Commençons à regarder l'anglais. Si vous avez une phrase comme You think that somebody will come, vous ne pouvez pas vraiment former une question sans rien changer dans la structure sur le sujet subordonné. Quelque chose comme Who do you think that will come? C'est pas bon en anglais. Il y a quelque chose qui ne va pas. Même chose en français. Tu crois que quelqu'un viendra. Si vous ne modifiez rien dans la structure et que simplement vous essayez de sortir le sujet, qui crois-tu que viendra? Pas très bon. Okay? En italien, c'est parfait.
Chi credi che verra, tout à fait parfait. En roumain, c'est parfait. Cine crezi que va venir, c'est bon. En espagnol, c'est bon. En portugais, c'est bon, etc., etc. Donc, ici, c'est une propriété moins évidente, un peu plus complexe, mais qui semble être liée aux propriétés du sujet nul. Et puis tout cela, vraisemblablement, est en relation avec le fait que l'accord exprimé morphologiquement sur le verbe est exprimé d'une manière riche dans une langue comme l'italien, comme le roumain, mais de manière beaucoup moins riche dans une langue comme le français ou comme l'anglais. Donc, si vous pensez par exemple au paradigme du présent indicatif de l'italien, parlo, parli, parla, parliamo, parlate, parlano, vous voyez que chaque forme du paradigme virtuel est distincte des autres. En roumain, essentiellement la même chose, il y a un syncrétisme, il y a une forme qui est identique, mais vous avez quand même un paradigme bien différencié. En français, beaucoup moins. Hein. Il faut penser au français oral, bien sûr, pas au français écrit. Le système de l'écriture est toujours conservatif, conservateur, n'est-ce pas? Donc il exprime aussi des différenciations qui ne sont plus présentes à l'oral. Mais à l'oral, prenons un verbe comme parler, je parle, tu parles, il parle, une seule forme. À l'oral, parlons, parler, et il parle, toujours la même forme. Hein. Donc il n'y a que 3 formes distinctes qui correspondent aux 6 formes du paradigme virtuel. Pour l'anglais, encore moins. Speak, speaks, c'est la seule différenciation que vous avez dans le paradigme du présent. Si vous prenez le paradigme du passé, il n'y a même pas ça. Spoke, pour tout le paradigme. N'est-ce pas? Donc il n'y a pas de distinction. Alors le linguiste norvégien Taraldsen a dit, peut-être il y a quelque chose à voir avec le phénomène du sujet nul. Peut-être ce qui se passe est qu'on peut avoir le sujet nul, en tout cas le sujet nul référentiel, dans les langues où le paradigme est bien différencié en ce sens. Donc on peut récupérer d'une certaine manière le contenu du sujet nul, du sujet pronominal nul. Ça, c'est ce qu'on appelait la généralisation de Taraldsen, qui a eu plusieurs confirmations intéressantes. Par exemple, Jim Huang, un linguiste chinois, linguiste de Taïwan, qui est maintenant professeur à Harvard, a donné cet argument intéressant en faveur de la validité de la généralisation de Taraldsen au moins dans certaines langues. Il a utilisé une langue comme le pashto, une langue parlée en Afghanistan. Alors, ce qui est intéressant dans cette langue, bon, il y a plusieurs choses intéressantes, mais une chose est que c'est une langue ainsi dite à ergativité scindée, ou split ergativity. Ça veut dire que selon le temps verbal, dans le présent ou dans le passé, vous avez ou bien dans le présent un système nominatif-accusatif, comme le français, l'anglais, l'italien, etc. Tandis que dans le passé, vous avez un système ergatif qui fonctionne différemment, qui ne fonctionne pas en mettant ensemble toujours le sujet des phrases transitives, intransitives, toujours nominatif, supposons dans une langue comme l'anglais ou comme le français. Mais dans le système ergatif, ce qui est mis ensemble est le sujet des phrases intransitives et l'objet des phrases transitives. Donc le sujet des phrases intransitives, un verbe comme par exemple venir, et l'objet d'une phrase transitive comme manger une pomme, ont les mêmes propriétés casuelles, ont le même cas. Okay? Donc, et se comportent différemment par rapport à l'accord. Alors, voyons un peu comment l'accord fonctionne. Si vous prenez le cas du présent, et vous prenez dans cette langue une phrase avec un verbe intransitif, comme Jean est venu, et une phrase avec un verbe transitif,
Donc, j'ai mangé une pomme. Hein, l'ordre des mots est sujet, est sujet, objet, verbe, hein, SVO. Hein. Ce que vous voyez est que, au présent, le verbe s'accorde toujours avec le sujet. Hein, donc, vous avez à l'accord la troisième personne du singulier dans Jean est venu, et l'accord à la première personne du singulier dans le cas de j'ai mangé une pomme. Et ça, c'est, bon, rien de spécial, c'est exactement comme l'anglais, exactement comme le français, etc. Mais si vous passez au passé, au paradigme passé du verbe, vous voyez le système ergatif qui se manifeste. Et donc, avec un verbe intransitif, le verbe s'accorde avec le sujet de la phrase intransitive. Donc, Jean est venu, le verbe s'accorde avec Jean. Mais dans la structure transitive, au passé, Jean a mangé, ou j'ai mangé une pomme, le verbe s'accorde avec l'objet. Et donc, vous avez quelque chose, j'ai mangé, accordé avec l'objet, une pomme, fondamentalement. Okay? Donc, c'est un cas de split ergativity ou d'ergativité scindée. Alors, ça c'est extrêmement intéressant d'étudier les propriétés des systèmes des langues ergatives. Hilda Koopman, notre conférencière, est une spécialiste, entre autres, parmi beaucoup de choses, de ces systèmes. Mais ce qui est intéressant ici, c'est simplement de reprendre l'argumentation de Huang pour valider la généralisation de Tarleton. C'est-à-dire, hein, au présent, dans le paradigme présent, c'est toujours le sujet qui peut être omis dans cette langue, qui peut être un pronom nul. Donc on dit à côté de « il vient », on dit simplement « vient ». À côté de « il mange une pomme », on dit « mange une pomme », simplement. Okay? Mais dans le système du passé, on peut avoir un sujet nul avec le verbe intransitif, mais un objet nul avec le verbe transitif. En d'autres termes, l'élément qui peut être un pronom nul est toujours l'élément qui est mis en relation avec l'accord. Okay? Donc, au présent, c'est toujours le sujet. Au passé, c'est le sujet dans les phrases intransitives et l'objet dans les phrases transitives. Donc, la conclusion est que Jim Huang tire de ces résultats. Et bien, la généralisation de Tarleton est validée, on le voit très bien dans ces langues où la relation d'accord est variable, ça peut concerner le sujet ou bien l'objet, parce qu'on peut avoir le pronom zéro toujours et exclusivement pour le cas qui est mis en relation avec l'accord. Ceci est particulièrement intéressant comme argument donné par Jim Huang, un spécialiste du chinois. En chinois, il n'y a pas d'accord du tout. Hein. Donc, il y a encore un comportement différent. Mais voilà donc l'observation de Jim Huang, qui valide en quelque sorte la généralisation de Tarleton, au moins pour un certain type et nombre de langues. Voilà. Alors, cet état de choses, ce qui a été ce que j'ai indiqué avant, évidemment est très intéressant et très attrayant à traiter par une théorie comme la théorie des paramètres. Parce que nous avons ici un véritable pattern, une distribution de propriétés qui n'a pas l'air d'être casuelle. Il y a des propriétés qui covarient manifestement dans des systèmes comme l'italien d'un côté, l'anglais ou le français de l'autre côté. Donc, cette configuration de données est immédiatement attrayante. Et en effet, on a essayé de l'analyser. Évidemment, les propriétés variables ici ne semblent pas varier de manière arbitraire, plutôt elles semblent s'organiser en ensemble cohérent, régi par des relations implicationnelles de type si une langue a la propriété A, elle aura aussi la propriété B, la propriété C. Si une langue n'a pas la propriété A, elle n'aura ni B ni C, fondamentalement. Et donc, c'est
c'est cette sorte d'organisation en ensemble des propriétés variables qu'on essaye d'exprimer. Donc, l'ambition de l'approche était d'expliquer ces relations applicationnelles grâce à l'interaction déductive d'un seul paramètre, donc d'une seule valeur paramétrique, avec le système des principes de la grammaire universelle qui restait constant. L'idée était donc qu'une seule différence primitive de valeur au signe paramètre aurait été responsable d'un ensemble cohérent de propriétés de variation. Une manière d'exprimer le paramètre pouvait être quelque chose comme 1. Appelons pro minuscule comme ça, majuscule, pardon, globalement minuscule, même si le P initial est majuscule. Appelons, donc, utilisons ce terme pour le pronom nul, pour le pronom non prononcé. Donc ce pronom non prononcé est légitimé par la flexion verbale, oui ou non. La tendance, généralisation de Thalsen, c'est de donner la réponse oui si la flexion verbale est riche, non si la flexion verbale n'est pas riche. Ici, c'est un peu difficile de définir exactement, quantitativement, cette notion de richesse, mais l'intuition de base est très claire. Alors, comment cette propriété primitive peut interagir avec les autres, avec des principes? Bon, il faut introduire quelques principes. Je vais terminer sur cet aspect, et puis la prochaine fois, on continuera la discussion de ce paramètre. Une propriété qui reste constante à travers les langues est qu'il y a beaucoup d'asymétrie entre sujet et objet. Sujet et objet ne sont pas exactement au même niveau, n'ont pas exactement les mêmes caractéristiques. Une différence importante est que la position sujet est toujours obligatoire, tandis que la position objet est présente si la structure argumentale du verbe exige l'objet. Autrement, l'objet ne sera pas là. Par exemple, prenons l'objet. Il y a des verbes comme partir qui ne peuvent pas du tout prendre un objet direct. J'en vais partir ça, impossible. Il n'y a pas de possibilité. Si vous changez la nature du verbe, par exemple lire, alors l'objet est possible optionnellement. J'en vais lire ça, les deux sont possibles, n'est-ce pas? Si vous prenez encore un autre type de verbe, l'objet devient obligatoire. J'en vais dévorer ça, peut-être encore mieux, j'en vais casser ça. Casser exige l'objet direct. J'en vais casser simplement. Il y a quelque chose qui manque manifestement. Donc l'objet est là s'il fait partie de la structure argumentale du verbe. Pour le sujet, c'est différent. La position sujet est toujours là, toujours obligatoire. Donc, il va partir, le verbe partir ici assigne un rôle thématique, donc il, pronom référentiel est possible, qui alterne avec Jean, par exemple. Mais si vous prenez un verbe atmosphérique, pleuvoir, le sujet qui n'assigne pas de rôle thématique, il n'y a pas d'argument qui fait quelque chose, le sujet est néanmoins obligatoire. Donc il va pleuvoir est obligatoire. Ici, la position sujet est bouchée, pour ainsi dire, par le pronom non référentiel, il. Donc il n'y a pas d'alternance avec un nom, par exemple. On n'a pas Jean va pleuvoir. Évidemment, ce n'est pas possible. Même chose pour des verbes comme falloir. Il faut partir. Position sujet est obligatoire, même s'il n'y a pas de rôle thématique assigné à cette position. Il y a donc une asymétrie sujet-objet qui peut être exprimée de cette manière. On peut dire, par exemple, qu'il y a une couche structurale dans la phrase qui, avec une position disponible pour le sujet, et que cette position est obligatoire, doit être remplie. Un peu comme dans la structure générale de la phrase, il y a une position temporelle pour situer l'événement dont on parle dans le temps. Ainsi, on a besoin d'une position sujet obligatoirement dans la phrase. S'il y a un rôle thématique assigné de la part du verbe, il y aura un argument, un pronom
ou un nom ou une description définie dans cette position, s'il n'y a aucun rôle thématique, eh bien, on devra de toute façon boucher cette position par un pronom non référentiel. Okay? Ça, c'est une asymétrie importante entre sujet et objet. Alors, voyons brièvement, voyons un cas, et puis on fera une pause et on reprendra ça la semaine prochaine. Voyons comment cette propriété traite la différence entre des langues comme l'anglais et des langues comme l'italien par rapport à l'inversion du sujet, n'est-ce pas? Donc, imaginons la structure sous-jacente d'une phrase comme « John will come » en anglais, ou bien « Jean viendra » en français. Eh bien, ici, j'ai choisi un verbe d'un certain type, un verbe qu'on appelle inaccusatif, où ce qui sera le sujet superficiel se trouve dans une position très basse de l'arbre, mais peu importe, j'aurais pu choisir n'importe quel verbe. De toute façon, cette position obligatoire de sujet devra être remplie, et la seule possibilité qu'on a dans ce type de configuration, c'est de faire déplacer l'élément, le seul argument disponible, en effet, dans ce genre de structure, à la position sujet, et obtenir John will come. On ne pourrait pas avoir will come John parce que cette position ne pourrait pas rester non remplie. Il n'y a rien, sauf John, dans une langue comme l'anglais, qui peut remplir la position. Par contre, en italien, ce qui se passe, bien sûr, on peut remplir cette position obligatoire en faisant déplacer l'objet et en faisant déplacer le seul argument de la structure, en obtenant ainsi Gianni verrà, Jean viendra. Mais il y a toujours l'option supplémentaire de boucher cette position par le pronom nul, qui est toujours disponible dans une langue comme l'italien. Donc on satisfait l'obligatorité de la position sujet par le pronom nul, et on peut se permettre de laisser le sujet thématique dans une position plus basse. Donc on obtient la possibilité de la structure à inversion du sujet, et verrà Gianni alterne librement avec Gianni verrà. Donc exactement de cette manière, mais je vais continuer sur cet aspect la semaine prochaine, on essaye de mettre en relation toutes ces propriétés, n'est-ce pas? Il y a une propriété primitive, la disponibilité du pronom nul, et à partir de cela, on essaye de dériver, par exemple, l'inversion libre, de la manière que je viens d'indiquer. On verra la semaine prochaine aussi l'effet complémentaire trace. Alors, je vais m'arrêter ici. S'il y a des questions, on peut peut-être consacrer 5 minutes à quelques questions, et autrement, on passe au séminaire de Hilda Koopman. Question sur... en effet, je me suis rendu compte que j'ai oublié de demander s'il y avait des questions aussi dans les cours précédents. Donc, si vous avez une question aussi sur l'un des cours précédents, on peut en discuter brièvement.